Bonjour ou bonsoir chers auditeurs et spectateurs, bienvenue à tous sur la chaîne de Vérité à venir. Si vous souhaitez être partenaire de cette aventure en termes d'analyse et d'information, pensez à soutenir le travail par un like, par des partages, mais aussi à trouver soit le chat ou les commentaires pour venir vous-même poser vos réflexions et partager des analyses. Ceci étant dit, je tenais à vous informer que ce jour, ça va être une émission à thème. Et les sujets sont l'intelligence artificielle et leurs différents moyens d'être déployés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les principaux concernés sont les professionnels. Quiconque travaille a observé une transformation de son lieu et des outils qui sont maintenant mis à jour. Je parle bien évidemment du tertiaire, mais on peut aussi toucher les ouvriers, en fait des cols bleus au col blanc. Tous les secteurs de métier sont impactés. Comme je vous disais, pour le meilleur ou pour le pire, certains professionnels y voient là un moyen de rentabiliser et de produire H24, d'avoir une bonne logistique, tout un suivi, quand d'autres se voient en manque de compétences, n'ont pas le temps de faire des formations et à ce moment-ci se retrouvent tout simplement mis sur le banc et se perçoivent comme inutiles dans la société. Il y a l'aspect bénéfique qui va nous être apporté, où l'on va laisser entendre que les individus isolés vont enfin pouvoir se connecter aux autres, mais pas seulement, avoir une sorte d'oreille attentive à leurs propos, une sorte d'assistant qui pourra les aider. On pense à ces personnes âgées. On a appris récemment dans une des données partagées que je vous avais mis, je crois que dans une revue d'actualité, que 20 ou 25% des personnes âgées sont et à la fois dans un désert médical, mais aussi coupées de leur famille, ou pour certains n'ont même pas de descendance, alors c'est un isolement, une détresse sociale, même plus que ça encore. Ce sont des humains qui ont besoin d'être connectés. Mais à qui? À quoi? Là, ça interpelle. Et c'est surtout que derrière, on nous dit que cette intelligence artificielle, du moins ces différents algorithmes mis en place, vont servir, entre autres, à diagnostiquer des malades, à assister dans le suivi de la bonne prise des médicaments, examiner les effets secondaires, participer, pourquoi pas par la suite avec des robots humanoïdes, à être des assistants dans le foyer pour faire le ménage puisqu'il manque de personnel et faire tout un tas de déploiements de services. À ceci, nous avons aussi les syndicats, associations, ceux pour les droits de l'homme et tout le reste, qui viennent à se mobiliser en disant que le travailleur est actuellement en état d'esclavage. Le travail n'est plus l'opérari, une réalisation et une œuvre pour l'homme, ça devient un tripalium, un acte de torture. Alors, libérer l'homme de ses heures et de tâches répétitives pourrait être un gain pour lui permettre de se réaliser différemment, hors du travail, par plutôt l'œuvre artistique, les pensées ou le divertissement ou même le fait de ne rien produire. Alors, des dangers apparaissent. Vous doutez, ça va ramener des tas d'informations, à la fois sur notre état de santé, ce que nous pensons, en fait ce que l'on fait déjà avec les moteurs de recherche, en mettant nos mots-clés et en obtenant des résultats avec des référencements assez biaisés, puisque derrière ces entreprises, il faut du gain. Il faut aussi travailler, on va dire, la psychologie des hommes, les orienter, voir comment façonner le nouveau monde. Tout ceci conduit à un contrôle de ceux qui mettent en place les méga structures qui seront omniscientes, omnipotentes, ne dépendant plus du temps, marquant en même temps d'une certaine mémoire nos agissements, nos comportements, nos sentiments, l'historique de nos états d'âme. Et ça peut être un drame. Produire la superstructure, ça viendrait à bouleverser nos rapports au temps et aux lois. Imaginez un proche décédé qui verrait son fil d'actualité encore entretenu. Des entreprises le proposent déjà. Quelqu'un de décédé qui viendrait à produire des vidéos, imaginons sur YouTube ou sur d'autres plateformes TikTok, ça serait choquant. Et les gens diraient non, mais imaginez que dans votre famille, ces professionnels, ces entreprises aient obtenu l'accord de certains. Où va se mettre le modèle juridique quant aux familles qui veulent encore, certains des membres en tout cas de celles-ci, faire
perdurer un mort, l'animer, même si c'est du faux, de l'illusoire. Et qu'en est-il de ceux qui croient en la réincarnation? Une âme qui sortirait et qui pourrait être tout simplement réinsérée d'abord dans un algorithme, puisqu'on aurait fait un duplicata du cerveau, des états d'âme et tout le reste de la personnalité d'un individu, pour pouvoir, le jour où il est mort, le ranimer quelque part, le ramener à la vie. Et l'idée d'immortalité. Ça, c'est le deuxième arbre, qui n'a pas encore été croqué, mais qui est tentant pour certains. À ceci, les algorithmes ont besoin d'un corps. Le logiciel ne se suffit pas à lui-même, même si, vous me direz, il est déjà stocké dans des serveurs, des 0, des 1, ces algorithmes animés par certains paramétrages, donc des configurations, ils veulent plus. En tout cas, les développeurs. Ils veulent les amener à être incarnés. Pour ce faire, il faut du matériel. Il faut un hardware, mais pas un informatique comme on a actuellement avec un disque dur, un système d'exploitation et tout le reste, et on va dire une unité centrale ou encore un PC portable, un téléphone, peu importe. Ils veulent les amener à un mouvement dans le monde réel. L'ordinateur, tout ça, ça ne bouge pas. Il faut de la motricité pour le rendre vivant. Alors, ils ont travaillé d'abord à faire des robots. Puis, petit à petit, ils se sont conduits par les évolutions de bras robotisés qui viennent déjà faire des mouvements ou déplacer des pièces et tout le reste, à se dire pourquoi pas aller plus loin. On va imiter d'abord ce que l'on observe dans la nature, reproduire et les animaux, les insectes, donc les drones et les avions et tout le reste. Essayer de les rendre en tout cas autonomes et surtout vivants par après tout un tas d'électronique à l'intérieur. Et ils se sont dit, arrivons-en à l'homme. L'homme étant fait à l'image de Dieu, soyons à ce moment-là les homo deus de ces machines. Soyons ceux qui vont leur donner une âme, une vie, un souffle, et qui les laisseront après agir, dans une forme de conscience qui se structure. Ça, c'est ce qui est proposé par certains. Et ils tentent ce rêve démesuré, et pour ce faire, ils ont analysé tout un tas d'humains, par des recherches scientifiques, l'ingénierie, étudier nos rapports sociaux, nos manières de faire société également, donc le sociétal et tout le reste. Et ils reproduisent, ils fournissent cette information, même devrais-je dire cette multitude de data pour les machines. Le danger, vous vous en doutez, c'est de se séparer du monde réel pour finalement arriver à un monde fictif et laisser notre environnement aux robots pour qu'ils prennent le pas. Alors, qui serait derrière toutes ces démarches? Ça pose une question. Il y en a bien d'autres qui peuvent se suivre. Je rappellerai qu'en 2017, quand j'avais 19-20 ans à peu près, comment dirais-je, j'ai, voyez-vous, posé sur la table l'idée que les robots tueurs dont on entendait parler ne seraient jamais autonomes et intelligents. Ils le seraient par des hommes qui feraient aboutir un agenda, mais en disant on n'avait plus le contrôle. Ah, et le Skynet. J'avais analysé, entre autres, je crois que c'était en 2018, par là, quand j'avais à peu près la vingtaine, le film Terminator Genesis, où je disais, Genesis c'est une entreprise en Amérique, regardez les logos, mais surtout qui travaille avec eux, Microsoft, Accenture, IBM et tout le reste, et je disais c'est incroyable. Ils travaillent sur les ordinateurs quantiques, le cloud, la manière de ce nuage d'être partout. Tout et rien en fait. Un nuage apparaît, se dissipe, se reforme par les mêmes éléments et tient les mêmes informations, grandit quelque part, connaît les territoires et tout le reste, il n'a pas de frontières. Et bien là, c'est ce qu'ils veulent, que le logiciel ne soit pas limité à un corps, mais qu'il puisse être dans le tout. C'est le pire, tout pire. Vous voyez, l'ordinateur, le côté de la blockchain. Et je disais que, au fur et à mesure, ils ont fait la copie. De la copie, ils s'en sont menés, comme je me suis mis une petite note, en fait, à faire un pas vers l'usurpation. Et aujourd'hui, on se questionne même de qui est à l'origine. À savoir, est-ce que c'est soi, ou est-ce qu'on est déjà en train d'être dupliqué dans la manière dont on est orienté par les informations, manipulé par bien des choses, l'environnement qui devient artificiel, et tout un tas de séries dont je vous ai déjà fait part. Alors, que pouvons-nous faire face au faux pour rester attaché au monde réel? Parce que j'ai mis, notamment, vous voyez, dans ces toutes petites notes, il n'y a pas grand-chose, mais ça me permet d'avoir un support. J'ai mis
Que faire face au deepfake, où le vrai et le faux se confondent? Que faire? Incroyable, ces 10 premières minutes vous prouvent que l'intelligence artificielle, de manière générale, a fait des bonds de géant. Si je vous dis que là, vous me retrouvez, en effet, Vérité à venir, pour vous livrer une émission, mais que les 10 premières minutes ont été générées par IA. Pourtant, même voix, même mimique, le décor est semblable, il y en a qui vont me dire c'est impossible. Premier réflexe qu'ils vont avoir, ça va être de revenir sur les précédentes minutes pour essayer de regarder le décor. Est-ce qu'il est pareil? Y a-t-il eu des changements au niveau des livres? Ou des symboles ont-ils été déformés, mes traits de visage et tout ce qu'il en est? Ils vont aller vérifier afin d'essayer de détecter une erreur d'encodage, un défaut. Et aujourd'hui, c'est ce à quoi on est mis, à rude épreuve pour savoir si ce que l'on consulte est réel ou bien généré par des algorithmes. Et ça devient de plus en plus complexe. C'est-à-dire qu'on veut nous faire adopter de nouveaux comportements. On change nos comportements habituels pour nous mettre sur l'hyper-méfiance. Il y avait déjà de la méfiance avec les amis et la famille, le monde du travail, l'accès à l'information, par les médias, parce qu'on connaît les conflits d'intérêts ou encore les milliardaires qui sont derrière. Mais là, aujourd'hui, même dans le monde du divertissement ou de l'analyse, peu importe où vous allez sur la plateforme YouTube, Twitter et d'autres TikTok et compagnie, vous ne savez même plus si ce que vous consultez est réel. Et ça, c'est grave. Alors, je vois direct certains arriver et se prendre pour des malins, ils vont me dire « on te connaît depuis des années, on sait que c'est toi ». La réponse, en fait, elle semble se faire d'elle-même. C'est facile. Sauf que là, pour certains, vous me connaissez depuis des années, des mois, etc. Mais qu'en est-il des nouveaux contenus, des nouvelles personnes que vous découvrez? Sont-elles réelles ou bien générées par algorithme? Si j'en viens à ce sujet, c'est parce que sur les réseaux, on a vu plusieurs vidéos de gens très synchronisés, c'est-à-dire des hommes qui, par un filtre, deviennent femmes ou inversement, et on ne sait d'ailleurs même plus, puisqu'on ne les connaît pas, ces gens, qui est la version d'origine. C'est-à-dire, quelle est la base? Est-ce que c'est la femme dans ce décor, ou est-ce que c'est l'homme? Et ça devient grave. C'est-à-dire que ça nous interpelle. Et je vais vous donner 2-3 exemples qui vont suivre, notamment ce que j'ai observé sur Twitter. À la base même, pour aujourd'hui, je voulais faire un début de vidéo, puis je reprenais l'écran et je vous disais est-ce que c'est Delia ou moi, de l'explication, reprendre encore un écran et vous dire en fait jusque-là c'était une première IA puis une deuxième et enfin c'est moi. Vous me connaissez. Mais c'est pour montrer, en fait là c'est un peu le côté artistique où on pourra en venir. C'est-à-dire la réalité dans la réalité dans la réalité, on ne sait même plus où on en vient à remettre les vrais pas, on va dire ça comme ça, les pieds entre guillemets, à terre du monde réel. Parce que la projection nous emmène vers du faux, vers l'hyper-réel, dont parlait Baudrillard, simulation et simulacre. Et à ceci, je voulais ajouter que parmi les spectateurs, peut-être qu'il y en a qui ont mis pause, et ils sont partis questionner Grok ou encore d'autres intelligences artificielles pour savoir si le contenu est réel. Et c'est ce qu'on voit notamment sur les petits shorts ou des vidéos de 2-3 minutes. Des gens qui questionnent l'intelligence artificielle pour savoir si ce qu'ils observent relève ou non de l'intelligence artificielle ou pas. Et d'ailleurs, des algorithmes qui bug malgré leur entraînement, ils ne voient pas les petits défauts, les détails, un adulte qui se transforme en nain ou ce genre de choses. Oui, j'ai déjà débunké 1 ou 2 vidéos sur Twitter par rapport à ça. Et c'est pour vous dire qu'on peut même aller dans des choses moins poussées. J'aurais pu d'ailleurs commencer par ça. Ce qu'il y a derrière, est-ce que c'est vrai ou est-ce une image que j'ai récupérée et améliorée pour donner un meilleur fond? Est-ce que là, la fenêtre est réelle ou pas? Parce qu'il existe, et vous le connaissez tous, les fonds verts, qui permettent de changer tout le décor. Rien que ça, déjà, on a été conduits nous-mêmes à faire du faux, pour ceux qui utilisent ce procédé. Moi, c'est pas le cas. Et pour prouver, il faudrait à ce moment-là que j'aille dans la bibliothèque derrière, que je prenne un élément du décor, il y a un livre, peu importe, pour vous prouver que c'est réel. Là, à distance, vous ne le savez pas. Donc imaginez comment vous pouvez être trompé. On parle juste d'un arrière-plan. Tout à l'heure, on parlait de propos qui peuvent être générés avec votre même tête, les mêmes gestes et tout le reste. Et ceci est en place depuis très longtemps. On n'y a pas forcément de prêter attention. Avant, pour se divertir, et des fois s'informer, il y avait des endroits où il y avait des joutes verbales, ou encore du théâtre, où il y avait des acteurs qui se grimaient, se maquillaient et venaient déjà à mettre un filtre sur ce qu'ils sont
pour jouer un rôle pendant un temps. Puis nous avons eu les Frères Lumière, la projection, avec le commencement déjà de la tentative d'essayer de nous sortir de la planète Terre pour aller ailleurs. La Lune qui a reçu un obus et tout ça. Avec par la suite l'hyper-réel prenant le pas, puisque le cinéma et ses grandes structures de production ont amélioré les effets spéciaux, et nous en sommes même arrivés à ce que l'on puisse, par l'informatique, ajouter des lasers, des explosions qui n'ont même pas lieu sur le tournage. Ou encore, avec les fonds verts et les équipements verts et tous les capteurs qui vont avec, transformer un humain en un animal. Par exemple, ça peut être un loup qui parle, et on va prendre tous ces trucs. Ou encore une bête féroce. Un être qui n'existe même pas, avec 3 têtes, qui peut d'un coup redevenir un fantôme et tout ça. Bien sûr que lorsque l'on va au cinéma, ça nous paraît faux. On sait qu'on va pour se divertir. Mais aujourd'hui, c'est sorti de ces structures pour devenir monnaie courante. Comme je vous indiquais, fond vert pour ceux qui font des directs, ils vont faire croire qu'ils sont, je ne sais pas, au bord d'une plage ou dans un autre pays, alors qu'en fait, pas du tout. Ils n'ont pas bougé de chez eux, et comme ça, il y a plein d'exemples à donner. Finalement, c'est aussi la télé-réalité qui est sortie de la boîte, on va dire ça comme ça, de la télévision, pour prendre sur le monde réel par les influenceurs et leurs téléphones dont on avait déjà parlé, qui eux-mêmes sont influencés, on ne sait plus qui est à l'origine, et comme ça, ils font des effets répétiteurs. Des programmeurs qui en sont à la base de tout ça. Je voulais vous montrer, puisque nous y sommes, c'est intéressant. Alors, hop, ceci. Le nombre de boomers qui vont se faire arnaquer va exploser. Donc là, on a aussi un danger avec les arnaques aux sentiments, aux fausses relations et tutti quanti. Vous avez un homme en haut à droite. Donc je vais essayer de vous mettre en grand écran la chose. Regardez. Un homme qui devient femme. C'est l'homme qui derrière parle. Alors le focus n'est pas excellent. Et il y en a plein des vidéos comme ça. Alors on ne sait pas si c'est fake, ou bien si c'est un montage qui se fait après, ou si c'est des complices. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, c'était un peu l'objectif de cette émission, vous montrer qu'on peut aussi vous faire croire quelque chose. Il faut aller pas seulement chercher le détail dans le décor, mais plutôt le logiciel qui pourrait servir à ça. Et des vidéos comme ça, il y en a une multitude. Pour vous dire, il y en a même un qui a été arnaqué par une IA, il a offert 26 000 euros à une petite amie, il parlait avec et tout, sur Skype et d'autres applis, alors que c'était un mec, s'il faut en plus même pas blanc, et qui se faisait passer pour une jeune femme. Les escroqueries sentimentales prennent une nouvelle dimension avec l'IA. En Chine, on a un homme qui est tombé sous le charme d'une femme entièrement générée par intelligence artificielle. D'autres qui en ont profité pour mettre des mimes, des comptes OnlyFans et encaisser un maximum de pognon. À côté de ceci, vous vous souvenez certainement de cet homme qui frappe les femmes, encensé par sa communauté. Un jour, ils sont contre les trans et puis le lendemain, ils en font la promotion. Et bien, pour essayer de leur donner un visage féminin, malgré les tests génétiques, on avait le Figaro, je n'invente rien. Le Figaro qui nous disait Après avoir été cyberharcelé au sujet de son apparence physique, la médaillée d'or, il la laisse au féminin, de boxe féminine, donc algérienne, aux Jeux Olympiques de Paris 2024, a dévoilé une nouvelle mise en beauté ultra féminine, donc dans une vidéo Instagram. On se doute que, au vu de toutes les photos et de tout le reste qu'on a eu sur ce personnage, attendez, je le remets là, sans filtre, sans réalité augmentée et logiciel qui passe derrière pour transformer un homme en femme. Et après, lorsque les moyens sont déployés, et en plus pas seulement en photo, mais en vidéo. Alors il y a du maquillage, vous me direz, mais même avec le maquillage, ça donne pas ce résultat. On a des transformations de traits, comme ce qui existait d'ailleurs sur Snapchat et d'autres applications. Puisqu'en fait, il y a aujourd'hui de plus en plus d'IA qui travaillent aussi à dénuder les gens, mais ça je crois que ça a été interdit parce qu'il y avait des abus. 98% d'ailleurs des utilisateurs étaient des hommes, et d'autres applis qui sont là pour vieillir ou rajeunir, mais aussi pour changer de sexe, de genre entre guillemets.
C'est-à-dire que c'est grave. Parce que le rapport au monde réel va être totalement bouleversé. Déjà, il y avait celles qui mettaient des filtres où ça leur arrangeait un peu la gueule avec des colorations différentes, mais là, c'est pire. C'est-à-dire que ça analyse les points du visage et ça vient à les retirer, à les redresser afin d'obtenir une jeunesse, une forme de jouvence. Ce qui va entraîner des dissociations où en fait les humains vont préférer se voir dans le monde virtuel plutôt que dans le monde réel. Là où il y a des défauts, le réel, et là où ils peuvent être pas seulement dans le mélioratif, mais plus que ça encore, le virtuel. On a plusieurs types d'intelligence artificielle qui rentrent en jeu dans ces démarches. On a plusieurs couches. En retrouvant le deep learning, les réseaux neuronaux, déjà avec un apprentissage plus performant, le machine learning, apprentissage automatique, arbre de décision. Alors, quand vous rentrez dans le machine learning, c'est cette couche-là que vous pouvez toucher des humains en leur donnant des conseils, en les orientant. Et puis après, vous avez l'intelligence artificielle qui serait normalement la supra-intelligence, c'est-à-dire comprendre le langage humain, y répondre, analyse prédictive, par rapport au clignement d'yeux, aux rides, etc. Dire est-ce que tu as eu une bonne nuit de sommeil ou pas. On en a d'ailleurs déjà pas mal qui font ce travail avec des miroirs connectés, qui disent là tu manques de vitamines. Et c'est derrière des applications qui vont être codées par des hommes sur des milliers et des milliers d'exemples en base de données pour essayer de détecter un défaut. On sait aujourd'hui également que les géants de l'intelligence artificielle veulent tous leur navigateur Internet, puisque c'est là-dessus que les gens après vont avoir des moteurs de recherche et entraîner tout un tas de mots-clés, tout un tas de connaissances utilisateurs-clients. Et j'irai plus loin. En fait, l'ubérisation, elle a servi à connecter les utilisateurs au service, en se passant d'intermédiaires. Donc en se passant en réalité des opérateurs, des agents humains. Les consommateurs, par l'ubérisation, ont été connectés aux produits. Aujourd'hui, c'est l'expérience à la fois universelle, puisqu'elle passe par les mêmes logiciels, mais en même temps unique, personnalisée. Je sais que c'est contradictoire, mais ça a un intérêt. Creusez ce que j'explique et vous comprendrez. C'est-à-dire que on vous promet par exemple de pouvoir faire un meuble sur mesure pour s'adapter à votre environnement. On vous permet de créer vos propres marques et d'y mettre les logos sur des vêtements, mais également sur des accessoires ou encore même sur des coques de téléphone, peu importe, donc il reste des accessoires. Finalement, ça pousse même plus loin la dérive, puisqu'il y en a qui n'ont plus cette créativité ou le temps d'établir un logo, de chercher une marque, de savoir comment monter une entreprise et tout le reste. Ils vont directement passer par des algorithmes en disant moi je veux que mon logo soit rond par exemple ou carré, peu importe, à l'intérieur qu'il y ait des lettres ou encore 2 ou 3 types de coloration, bref. Et comme ça ils vont mettre les périmètres et sans avoir leur propre créativité, c'est le logiciel qui va faire à leur place. Et ils vont dire ok ça me correspond, ça me convient. On peut également voir qu'il y a de la création de contenu. Moi, j'ai fait le test et j'étais bluffé, et même plus que ça. Ça m'a épaté pour la musique. Il y en a qui font l'instru, comme ça, ils la génèrent, guitare, peu importe, ils mettent les instruments qu'ils veulent, le rythme, les BPM, donc battements par minute et tout ce qu'il en est. Et d'autres, plutôt, qui vont avoir du texte. Ils savent déjà le type de musique qu'ils veulent, donc du jazz, ou encore du hip-hop, ou de la soul, etc. Ils vont mettre ça, et même ils peuvent faire un mélange de tout, choisir la voix, est-ce que ça va être un homme ou une femme qui doit faire ce chant, et vous aviez des versions jusque-là qui étaient... ça passait, mais on entendait le robot quand même. C'était pas comme au premier moment de traduction où c'était... ok, enfin, où ça redécomposait trop les syllabes et tout ça. En fait, j'étais épaté par un truc. C'est que déjà, pour un humain, comprendre le mécanisme de l'instru avec les basses et tutti quanti, et pouvoir être dans les temps, 1, 2, 3, 4, ou bien 1, 2, 3, 1, 2, 3, bref, ce genre de choses, on va dire c'est complexe pour un humain. Et en plus, ça peut varier d'une instru à une autre. Là, les algorithmes n'ont aucune difficulté, c'est-à-dire qu'on leur a déjà donné les renseignements, ils savent identifier les balises au niveau des sons pour pouvoir être dans les temps. Mais ça a été plus loin.
C'est-à-dire que les IA qui faisaient du son, après, elles mettaient des courbes. Le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, là, qui se fait. Et aujourd'hui, dans les dernières versions, vous avez même les bruits de respiration. Et la manière de chanter, l'autre soir, même si bon voilà, j'avais fumé un petit peu de CBD et tout, je me suis posé, j'ai généré des musiques. Et j'écoutais ça avec donc des écouteurs. J'avais vraiment le son, on va dire, d'une meilleure qualité, pas seulement dans une pièce comme ça, il peut y avoir des bruits. Mais je me suis dit, en fait, et limite, là, c'est, c'est vivant. Je sais pas comment vous expliquer. La voix féminine, par exemple, qui chantait, elle s'emportait à certains moments, elle montait en notes et tout, comme si c'était un être vivant. Bien évidemment, je ne suis pas dupe, je sais que ce sont les algorithmes, mais je trouve ça incroyable que... Parce qu'en fait, j'ai généré plusieurs types de musique. Il y en a certaines, c'est douce. Euh, c'est toujours les mêmes textes. Mais genre, la voix, elle est douce, elle est posée. Et d'autres, c'était plutôt vénère. Et en fait, tu voyais que dans une voix, ce qui fait vraiment ton action, on va dire, et que tu es humain, c'est ta manière de poser. Si tu es en colère, tu vois, tu vas avoir un certain terme de voix, une manière en tout cas incroyable. Vraiment, c'est comme si c'était vivant, entre guillemets. Comme si là, plus ça allait et plus on donnait vie à ce qui n'en avait pas à la base. C'est le cas pour les musiques, pour les clips, pour les images, pour bien d'autres choses. Et l'IA, elle copie à la base ce qu'elle a, mais elle fait muter pour obtenir un nouveau résultat. C'est-à-dire que les voix qu'elle emploie, ouais, elles existent, mais ils viennent à les faire muter, avec, je ne sais pas, l'intonation d'une autre. C'est juste incroyable. C'est le même fonctionnement que pour l'humain, limite. C'est-à-dire que l'humain, à la base, ok, on sait exprimer qu'on n'est pas content ou autre, mais notre manière de parler, on va dire, elle va être construite. Les mots, l'intonation, euh, ce qui va avec les accents. Parce que en fait, c'est selon notre environnement, on va se faire sienne des accents, des tics de langage et tout y quanti. Et là, les IA sont capables de ça. Comme l'humain. Parce que l'humain, en fait, c'est quoi à la base? On vient, ouais, on a des besoins, on a des sentiments, ok, on a des émotions, mais mis à part ça, tout ce qu'on construit, langage, travail, ou carrière, même études et centres d'intérêt, divertissement, films et tout, c'est ce qui nous provient de l'extérieur. Je veux dire, comme le disait Aldous Huxley dans son livre, quand il y a un écrivain, c'est jamais uniquement sa plume. Quand quelqu'un parle, il aura peut-être l'ego de dire ouais, je suis le premier à vous informer de ça, ouais, je crois être révolutionnaire, inventeur, alors que ça a déjà existé, et qu'un inventeur en l'occurrence se saisit de ce qui est là, ce qui est mis à disposition. Et quand on regarde par exemple les progrès de la mécanique et de technologie, on voit que c'est l'homme qui a observé son environnement, qui l'a copié, et donc qui a créé à partir de ça. On va dire, il a transformé ce qui existait pour ça. Et la machine, elle est en train de faire pareil. Elle prend des hommes de l'environnement et elle transforme. La seule chose qui la différencie des vivants, c'est que pour l'instant, elle n'a pas la volonté, elle ne fait pas ça d'elle-même. Elle suit un code, un processus qui lui a été inculqué, là où certains veulent nous laisser entendre qu'ils n'ont plus la maîtrise sur ces appareils. Donc c'est le logiciel qui a besoin maintenant d'un hardware, en fait qui en a toujours eu besoin, mais qui veut repartir sur un software. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que le logiciel, l'algorithme, à la base a été codé voilà, pour répondre à des demandes et apporter les bonnes solutions, les réponses et tout le reste, qui commence maintenant donc d'une machine à vouloir être du monde des vivants, qu'on essaie de l'orienter vers ce pas, et pour ce faire, il lui faudra un autre hardware. C'est aussi un corps, comme je disais, qui se déplace. Et c'est ce que l'on observe dernièrement. Après les robots de Elon Musk avec Tesla, il y en a d'autres qui sont proposés aujourd'hui à la vente à 20 000 dollars, où ils peuvent porter, je crois, ils font 1,75 m. Ils ont une certaine apparence, où ils sont rassurants, il n'y a pas de bouche. Il y en a d'autres, bon, ils vont essayer de leur mettre des mimiques, pareil, qui sont reproduites. Je tenais à rappeler aussi que premier robot à obtenir une nationalité, c'est Sofia dans les années 2016 et que c'est en Arabie Saoudite.
Il y avait d'autres choses que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'ils veulent les mettre en compétition avec les humains, pour forcer l'humain à se modifier. Ça, c'est à peu près de la trempe de Sophia. Les gens qui disent, ouais, mais tout ça, c'est robot, enfin, ça, c'est pas vivant, c'est de la robotique. Mais quand vous allez avoir des choses comme ça face à vous, ou de plus en plus d'ailleurs le revêtement, et ils essayent de ramener une texture qui pourrait se ramener à de la peau, mais différenciable de l'être humain. Que cette personne est capable de tenir une discussion, même mieux que des neuneux qui aujourd'hui disent voilà voilà à chaque fin de phrase par exemple. Et limite, cet objet sera plus vivant que d'autres, aura une âme quelque part. C'est là où ça devient grave. Ils les mettent en compétition également en athlétisme. Demain, ça sera au ping-pong et dans d'autres matières sportives. On les retrouve en servant, pour remplacer les hommes, entre autres à la caisse, par exemple, ou en remise en rayon, et encore bien d'autres. Et ils travaillent 24 heures sur 24, ils ne se plaignent pas. Ils n'ont pas peur de la tâche. Ils ont besoin d'un peu de maintenance, ça c'est vrai, mais ils veulent les ramener même à être des robots également sociaux, c'est-à-dire conversationnels. Et j'ai encore d'autres exemples, mais c'est le temps qui va me manquer pour aujourd'hui. Juste se ramener au vrai, c'est finalement pouvoir poser des principes, entretenir des liens avec le monde réel, avec les autres, et finalement essayer de gérer sa consommation. Parce que des personnes qui arrivent à utiliser aujourd'hui les algorithmes pour se faire des contenus, ils vont eux-mêmes aller consulter ce type de contenu. En fait, Amazon, par exemple, je vais vous donner 2-3 exemples, pour être clair. Parce que les idées ne sont pas forcément assez structurées pour aujourd'hui. Amazon, c'était le KDP Select. Vous pouvez éditer des livres. Peu importe le créateur que vous êtes. Du moment que vous avez de l'imaginaire et un peu de plume, ou que vous voulez faire des recueils ou ce genre de choses, vous le pouvez. Puis il y a des gens, ils se sont dit, mais attends, on va faire quelque chose. On va demander à l'intelligence artificielle de synthétiser des livres ou encore de les écrire de toutes pièces, en mettant encore une fois les directives. Puis on va créer une couverture et on vendra ça. Et KDP Select sur Amazon se retrouve actuellement inondé de livres qui ne sont pas écrits par des humains, mais générés par des robots. Par des IA, si vous préférez. Et c'est pareil sur Internet. Il y a de plus en plus, par exemple sur l'eschatologie, de voix qui paraissent de moins en moins robotisées, qui peuvent faire des vidéos de 4 heures, 5 heures, souvent d'ailleurs en répétant 2, 3, 4, 5 fois la même chose, mais sous des formules différentes. Et les gens vont consulter ça, commentent, mettre des pouces. Et on arrive à un moment où on ne saura même pas si c'est des entreprises qui possèdent l'IA qui sont en train de vous mettre ça sur la scène, ou si ce sont des gens lambda qui ont décidé de faire un peu de revenus ou de publier des pensées. Mais de les imager avec ces images de synthèse et les clips qui vont avec et un peu de voix. Et d'ailleurs, ça pose un problème, c'est que la boucle se referme. C'est-à-dire que là où l'homme nourrissait d'abord par les reCAPTCHA, vous aviez une phrase et puis il fallait après vous-même recopier un mot pour en fait entraîner l'algorithme à détecter sur les pages les caractères. Les images, pareil, un passage piéton, une cheminée, identifier l'environnement pour permettre après à ce que ces caméras qui ne sont pas intelligentes aient un filtre relié à un cloud ou en tout cas une base de données qui viendrait analyser en continu ce qui apparaît pour identifier, par exemple, là dans un rectangle, c'est un homme, là dans un carré, ça va être une voiture, là dans un cercle, on est sur la végétation, avec des codes couleurs et tout le reste. Pour ceux, en tout cas, qui ont besoin de ces services, police, système d'espionnage, ou encore sécurité, par exemple, au niveau des quais ou des endroits de chargement de marchandises, pour éviter les accidents. Donc amener à augmenter, on va dire, les bonnes conditions de travail. Je vous ai donné, c'est des exemples, je crois que j'en ai encore d'autres, mais il faudrait que ça me revienne. Et comment se ramener au vrai, donc entretenir des liens, voilà, comme le corps finalement, et corps qui est un matériel, c'est à ça qu'on se ramène à l'ergo sum également, je pense, je suis, mais surtout j'agis. Et la manière de se sentir soi et bien,
c'est finalement le procédé pour s'alimenter. Et afin de fournir suffisamment d'énergie, c'est de disposer d'anticorps, de minéraux, de vitamines. Finalement, c'est fournir à la machine ce qu'il faut, donc au corps, aux organes, au cerveau et tout le reste. Et ça passe après par l'hygiène. C'est-à-dire que l'humain, voilà, tous les jours, il a besoin de s'entretenir lui comme son environnement. Sinon, rapidement, c'est désastreux. Si rien n'est fait, c'est là qu'il laisse place en fait à un corps étranger. Donc il est dépossédé de lui-même. Il laisse place à la maladie, à la mort même par la suite. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est que le corps étranger vient nous pirater. C'est pas seulement les éléments de bactéries, de virologie avec les virus et ce genre de choses. C'est le monde des idées qui est pareil. C'est l'équivalent dans le monde des idées. Ce qui rentre dans votre tête, c'est ça qui est important. C'est ça qui vous ramène au réel. Je vous lirai quelques extraits. Là, on va en prendre 2 ou 3. Page 121, donc d'un livre dont on avait déjà parlé, Pourquoi la pensée humaine est inégalable. Déjà, on a la volonté. On a dans l'intelligence qui n'est pas artificielle, parce que c'est une contradiction. L'intelligence est vivante, est collective, et plus encore. Et elle s'exerce, entre autres, par l'émotionnel, par le sentiment. Et après, par la logique, par les raisonnements, mais ça, des fois, ça peut être dupliqué. À la page 121. Le point où Searle veut en venir est le suivant. On peut établir des chaînes de caractères syntaxiquement correctes et correctement formulées en obéissant à des règles prescrites sans avoir la moindre idée de leur sémantique, de leur signification. Ce qui est recopié n'est pas forcément acquis, n'est pas forcément compris. Nous sommes capables de recopier des hiéroglyphes dans un musée sans savoir les lire pour autant. Selon Searle, l'IA est donc un système formel destiné à créer et traiter des concaténations de signes. Les gens diraient, mais non, regarde, si je parle à l'IA, elle est capable de transformer ma voix en écrit, en algorithme, et d'apporter une réponse qui est correcte. Une définition à un mot, m'orienter pour prendre un rendez-vous au restaurant, ou encore m'aider pour obtenir une date afin d'entrer en contact avec un professionnel de santé, entre autres. Donc elle répond à mes besoins, elle comprend. Non. Elle... comme pour un hiéroglyphe ou des mots-clés, elle prend les mots dans la combinaison qui s'est effectuée par rapport aux recherches, par rapport à ce qui a déjà été exécuté par des opérateurs humains, elle prend sa décision. C'est pour ça que l'IA en soi n'a rien d'intelligent, elle n'est que reproduction, mais comme je vous ai dit, des copies dont elle dispose pour pouvoir créer des nouveaux contenus, images, sons, ce que vous voulez, clips et tout le reste, il lui faut faire muter. Et dès lors qu'elle vient à muter, elle a créé quelque chose de nouveau. Et c'est là le danger. Elle a joint 2 choses qui existaient, mais elle a créé quelque chose de nouveau. Nous sommes ensuite capables de lire ces chaînes de signes et de leur accorder une signification. En revanche, mon logiciel d'écriture n'est pas en train de lire ce que je suis en train d'écrire, même s'il est installé sur mon ordinateur de telle manière que je puisse sauvegarder cette chaîne de signes et la télécharger sur une clé USB. Mon ordinateur m'informe, mais n'informe pas ma clé USB que dans ce texte, il est question des limites de la compréhension. C'est du texte. C'est tout ce qu'il comprend. Ordinateur et clé USB ne s'entretiennent pas dans ma langue. Alors, il y a autre chose. Fin 123. Les photos n'ont aucun souvenir de la crête. Et c'est une question aussi de mémoire. Et l'expérience humaine, c'est sa mémoire. Et c'est ce que je vous disais. Certains essayent de nous l'effacer ou de la rééditer quand ils s'attaquent aux anciens. À coups de Rivotril, ou en les isolant, en leur favorisant l'euthanasie, et en attendant qu'une seule chose, c'est qu'ils disparaissent, par exemple pour la France, pour créer une nouvelle réalité, comme qu'en fait on a toujours été métissés, et aboutir à cet ordre international, au grand métissage, à la mixture nouvelle. Les photos n'ont aucun souvenir de la crête. En résumé, Searle présente la position d'un naturalisme biologique, une position qui n'est pas loin d'être correcte. Son naturalisme biologique identifie tous les états mentaux auquel appartient la faculté d'apprendre le chinois, de parler et de le comprendre à des procès neuronaux, c'est-à-dire engendrés par des parties du cerveau.
Selon cette théorie, les états mentaux sont généralement des états molaires d'unités d'organisation déterminées du cerveau. Cette thèse soulève diverses questions, même si elle possède un avantage théorique dont on n'a pas encore assez reconnu l'intérêt. Étayée par cette expérience de pensée de la chambre chinoise, elle explique bien la différence entre John et les locuteurs chinois. Il n'y a pas, dans chaque locuteur chinois, un petit locuteur qui comprend le chinois. Il n'y a pas, dans le cerveau des locuteurs chinois, de centrale de commande où l'on emploie des codes de langage sans qu'ils soient compris. C'est à nouveau ce que j'essaie de développer aussi dans la philosophie, la différence du mot, de sa définition, du concept et de l'image. Ce qui est de l'ordre de la rhétorique et de la dialectique aussi. Je vous dis quelque chose, peut-être que mentalement vous aurez une projection qui sera différente de ce que j'entends, qu'au mot vous aurez apporté une émotion et une explication en tout cas qui n'est pas la même, qui vous est propre. C'est ça qui vous rend vivant et qui vous différencie des machines et du reste. Et l'idée principale de Searle affirme que les pensées et les phrases ne traitent, par exemple là on a l'exemple d'Obama, c'est ainsi que je peux penser sans problème à Barack Obama et exprimer cette pensée grâce à cette phrase que vous êtes en train de lire. Si vous savez qui est Barack Obama et si vous comprenez ce que vous venez de lire, vous aussi vous orienterez votre pensée sur Barack Obama. Bon, la machine est capable, entre guillemets, de ça, mais encore une fois par les mots-clés. Et c'est là où il devient de plus en plus difficile quand même de différencier l'homme et la machine, si nous-mêmes on identifie nos concepts par les mots-clés. Vous pensez à lui comme à l'objet dont il est question dans mes phrases. Les pensées, les phrases et les énoncés, les propositions traitent de quelque chose qui arrive dans la réalité. Telle est la propriété de l'intentionnalité. L'intention. C'est comme, il y a l'exemple dans ce livre d'un jeu de société. Un jeu d'échecs, par exemple. Deux adversaires humains jouent. Puis un humain décide de jouer contre l'IA. Le but de l'IA, c'est de faire le meilleur coup, donc de gagner entre guillemets, mais elle n'a pas la joie de vaincre. Elle n'a pas cette récompense. Pour elle, c'est juste un automatisme. Parce qu'on lui a dit, si on lui avait dit l'inverse, de perdre, elle le ferait tout autant. L'intention, en fait, n'existe pas chez l'IA. C'est-à-dire, un humain, même dans une partie, il tombe face à quelqu'un qui débute. Il se dit, bon, il a perdu, je sais pas, 15 fois en 3 semaines. Exceptionnellement, aujourd'hui, je veux qu'il soit joyeux. Pas qu'il ressorte de la séance avec les larmes aux yeux ou mécontent. Donc, exceptionnellement, l'humain a cette faculté-là, cette intentionnalité et cette émotion de se placer aussi à la place de l'autre pour décider de faire les mauvais coups. Et il n'a pas attendu qu'on vienne lui souffler à l'oreille « Aujourd'hui, tu laisseras gagner ». Non, c'est sa décision. Ce qui ne peut exister avec l'IA. L'idée principale de Searle affirme que les pensées et les phrases ne traitent d'Obama que parce que nous lui prêtons notre intentionnalité humaine. C'est la thèse du prêt d'intentionnalité. Un site web où vous allez chercher des lieux de vacances pour passer l'été ne traite d'hôtels en Crète par exemple que parce que des hommes ont pensé à la Crète, à des hôtels en Crète, et qu'ils ont noté ce fait dans des mémoires non humaines. Des photos de vacances, des prospectus de voyage, de vieilles épopées européennes, ainsi que plus récemment dans le cyberespace, nous avons partagé tout ça. C'est vrai. Les photos de vacances, elles ne pensent pas à la Crète, elles ne sont qu'impressions de la réalité. Quelque part une forme de simulation pour revenir au passé, qui lui était une vraie expérience réelle, mais dans un temps donné. Les photos de vacances donc ne pensent pas à la Crète, elles ne se souviennent pas non plus des dernières vacances en Crète, elles n'ont pas de mémoire, pas de souvenir, elles ne sont qu'une impression, qu'une copie. Les photos de vacances sont des aides-mémoires, mais sans mémoire. Et 2 autres extraits, ça sera tout pour aujourd'hui, parce qu'il est déjà 15h24, et j'ai de la famille qui vient. Ok, en plus il va être là. 132... C'est pas mal. La conclusion de cette thèse de la projection est que nous projetons des propriétés et des facultés humaines sur notre technique. Tout comme depuis des millénaires, l'humanité transfère ses propres significations à l'univers. L'habille de propriétés qui ne sont donc pas les siennes, nous voyons aujourd'hui les progrès technologiques comme une superpuissance que nous sommes incapables de contrôler. Pour beaucoup d'entre nous, ce sont des machines qui ont pris la place du discours sur Dieu. Elles nous paraissent intelligentes parce que nous avons projeté sur elles notre logique.
Découvrir les lois de la pensée grâce à la réflexion et les énoncer sous une forme scientifique est une propriété purement humaine. Cette conquête est à la fois la bénédiction et la malédiction de la technologie et avec elle de la civilisation telle que nous la connaissons depuis qu'existent des civilisations avancées comme la sumérienne par exemple. Mais il ne faudrait pas en conclure que la logique tombe du ciel. La logique n'est pas une manifestation divine, c'est une structure que nous pouvons appréhender uniquement dans le cadre de notre forme de vie humaine. Nous avons appris de Searle et de Putman, que tout ce qui nous semble une pensée ou une occurrence de pensée n'est pas réellement automatiquement une pensée ou une occurrence de pensée. Nous projetons régulièrement nos propres processus de pensée sur notre environnement naturel et social. Tout le monde connaît cette situation, ou une situation similaire. Après de longues années, nous nous rencontrons dans une ville étrangère. Et nous rencontrons dans cette ville étrangère un vieil ami à l'instant même où nous pensons à lui. Et c'est certains qui appellent ça la synchronicité. Je pense, ça se réalise, connecté avec l'univers et tout le reste, et ils en font des interprétations. Cela ne signifie pas pour autant que notre ami séjourne dans cette ville afin que nous le trouvions un jour par hasard. Il serait bien étrange que le malheureux ait tenté pendant des années de provoquer notre rencontre, qui arriverait juste à l'instant où je pense à lui. Il serait tout aussi étrange qu'un être supérieur, un dieu, dirige les destins de telle façon que cette rencontre ait lieu et qu'il me donne en plus une petite indication sur ce hasard imminent et heureux qui fait que je pense à lui. Allez, genre Dieu fera en sorte que tu rencontres un vieil ami, mais te préviendrait, te mettra en condition pour te dire ça et tu vas le rencontrer. Les hasards heureux de la vie sont exactement ce qu'ils sont, des hasards heureux, ni plus ni moins. Les hasards malheureux ne sont rien d'autre que des hasards malheureux. Et à 134, et nous aurons fini pour ce jour, à ce sujet, on parle aussi traditionnellement de civilisation. Floridi déclare qu'à l'ère de l'information, nous avons fabriqué un tel réseau de signification que nous passons plus de temps dans le monde de l'information que dans notre monde naturel. Tandis que j'écris ces lignes, installé dans un avion pour Naples, à ma gauche, 2 touristes préparent leur randonnée sur Ischia, avec des cartes routières et des informations qu'elles ont glanées en ligne avant le départ ou dans des guides de voyage classiques. Tout ce qu'elles vivront sur Ischia, excepté un tremblement de terre comme il y en a eu récemment, sera appréhendé à travers la lorgnette des informations accumulées, si bien qu'elles randonneront non plus sur les sentiers mentaux, plus sur les sentiers mentaux qu'elles ont jalonnés avant le départ, qu'elles ne vivront d'événements authentiques qui les mettraient en contact avec une nature inhumaine. Donc à trop avoir préparé le terrain, on en perd l'expérience réelle, puisqu'on est dans le monde de l'information. Je dois passer par là, ici il y a une balise, et tout le reste. Je vous remercie pour votre écoute. Le direct, nous sommes à... ouais, même pas 1 heure. Alors, j'espère que c'est concret pour vous. Un peu plus, ouais, quasiment à 1 heure. Et faites-moi part de ce que vous pensez. Là, j'ai préparé ça vraiment depuis hier soir. Donc, en réalité, j'aurais pu peaufiner et, on va dire, avoir une présentation peut-être plus claire, parce que j'ai pas mal de choses, j'ai des articles encore ou autres, mais en semaine, j'ai très peu de temps avec le taf, donc le soir, il faut se reposer, se divertir un peu aussi, hein, c'est ça la vie, c'est vivre avant tout, pas être uniquement dans le numérique et dans les informations. Donc j'essaye de composer le tout. Merci pour votre soutien, n'hésitez pas à liker, partager, la vérité est notre avenir, les valeurs ancrées, notre victoire est déjà assurée. Alléluia.